Grand Dialogue. Sigeka Foba. Le Grand Dialogue, l'émission de débat du Studio Tamani sur votre radio. Shenibiro. Halud Mauni. Shenibiri. Sigeka Foba. Le Grand Dialogue. Le Grand Dialogue. Mesdames et messieurs, bonsoir. Nous vous proposons, comme tous les vendredis, le forum de la presse. Au menu de ce forum de la presse de ce vendredi, donc, 3 sujets. Le premier, c'est la privation du Mali de son droit de vote aux Nations Unies pour non-paiement de cotisations. Le second, la revendication de l'enlèvement de la Suissesse Béatrice Stockley, un enlèvement qui s'était donc produit dans la nuit du 7 au 8 janvier dernier à Tombouctou. Et le troisième sujet, c'est la grève de 72 heures. 112 heures de grève donc observée par l'OETM, une grève qui s'achève d'ailleurs ce soir à partir de minuit. Pour revenir sur ces sujets qui auront donc marqué la semaine, nous recevrons 3 journalistes. Il s'agit de Lamfia Sinaba de Veille Hebdo, Maman Sissé du groupe Renouveau et Paul Ben, journaliste indépendant. La présentation est assurée par Cédou Foma. À toutes et à tous, bienvenue. Studio Tamani. La nouvelle est sur toutes les lèvres depuis quelques jours, aussi bien dans les rues de Bamako qu'à l'intérieur du pays. Le Mali privé des droits de vote, la nouvelle a suscité l'incompréhension chez les uns et l'indignation chez les autres. Alors, ça a quelque part d'ailleurs été une double surprise pour beaucoup. Surprise de voir l'État malien qui n'est pas quand même à 200 millions près pour ne pas pouvoir s'acquitter de ses engagements vis-à-vis des Nations Unies depuis 2 ans. Plus surprenante, les raisons avancées par le Premier ministre obligé de monter au créneau. Alors, que vous inspire une telle situation un peu quand même surréaliste, disons, Lamfia Sinaba de Veille Hebdo? Ça remet en cause le sérieux de l'État. Un pays comme le nôtre, comme vous l'avez dit tantôt, on n'est pas à 100 millions près. Dans un pays où là, on a pris une mauvaise habitude de dilapider les fonds de l'État, des milliards. On n'est vraiment pas à 200 millions près. Ça prouve quelque part le manque de sérieux de ceux-là qui nous gouvernent aujourd'hui. Et c'est regrettable. Moi, je pense surtout qu'il faut les citer dans un cadre général. C'est-à-dire que c'est les Nations Unies, on le sent, sinon et ça se passe tous les jours. Et on a l'impression que ceux qui nous dirigent, ceux qui sont appelés à gérer des postes techniques, ils ne sont pas en tout cas au même niveau, je ne sais pas d'amour pour le pays, au même niveau en termes de décision. Sinon, moi je pense que l'effet que ça va produire aujourd'hui, c'est que moi, Maman Sissé, citoyen du Mali, je n'ai plus confiance à ceux qui me dirigent parce que dans une organisation comme les Nations Unies, et qui en tout cas défend des valeurs, si le Mali ne parvient pas à payer sa cotisation, ça m'inquiète et ça inquiète peut-être toute ma génération et ceux qui sont avertis parce que il y a peut-être d'autres choses qui sont plus je sais pas comment on l'appelle, qui sont plus importantes, mais aujourd'hui c'est une question de crédibilité. Et le Mali devait s'acquitter et ça devait se faire. C'est 2 ans. 2 ans, si c'était une année, moi je peux comprendre, mais 2 ans, je pense qu'il faut citer les responsabilités. Paul Ben. Oui, j'abonde dans le même sens que mes confrères. Et moi, je dis que c'est très grave. Parce que ce n'est pas un précédent. Hein. Je me rappelle qu'il y a à peu près 2 ans, le FIDA, le Fonds international de développement, a failli sanctionner le Mali dans le même cas pour ne pas avoir payé une minable somme de 150 millions. Et si on ne l'avait pas fait à temps, ou si le FIDA n'avait pas été indulgent avec le Mali, on aurait perdu des milliards. Et ça, c'est dans le cadre du programme de microfinance rurale, le PMR. Donc, je crois que les gens sont habitués à c'est pas des erreurs, c'est des bêtises. Mais moi, ce qui m'a laissé un peu sur la faim, c'est l'intervention du Premier ministre. Vous savez, une erreur de ce genre, on doit sanctionner de la tête aux pieds. Le ministre des Affaires étrangères, si c'est un baron du RPM, de ses actes. Parce que quand on dit qu'on a suspendu, on a relevé le représentant du Mali aux Nations Unies, moi je crois qu'on a commencé par le sens inverse. Parce que l'argent quitte le Mali pour aller aux Nations Unies, il ne quitte pas les Nations Unies pour venir. Le ministre
c'est le chef d'un département et son représentant aux Nations Unies, c'est celui qu'on a sanctionné. Et je crois que vraiment, il faut tirer les leçons de cette bêtise. Étant donné que nous sommes bien de là-bas, il est clair que nous ne maîtrisons peut-être pas certains aspects de la chose, mais pour situer les responsabilités, peut-être qu'il faut voir de près ce qui s'est passé. Est-ce que l'ambassadeur sur place là-bas a fait ce qu'il devait faire? Est-ce qu'il a remonté l'information au niveau d'ici? C'est un problème quand même un peu complexe, non? Monsieur Fomba, c'est pas le Mali a plus de 50 ans, hein, et cette règle, elle n'a pas commencé il y a 5 ans. Comme on dit, reconduction tacite. C'est-à-dire, quand l'année s'écoule ou quand on doit payer, ça doit être automatique. Ce n'est pas qu'on doit prendre des tambours, des tam-tams, une guitare pour dire que bon, voilà, le Mali doit payer ceci ou cela. Non, non, non. Et ce n'est pas des enfants de jardin qui sont ministres ou bien aux Nations Unies ou le ministère des Finances. Ce sont des responsables, des cadres, je l'espère, qui ont vraiment fauté et vraiment il faut les sanctionner. Et vous savez, la mauvaise habitude qu'on a prise au Mali, c'est que bon, quand l'argent ne vient pas dans ma poche, si un commis de l'État, soit des ministères des Affaires étrangères ou des Finances, devait recevoir cet argent personnellement, je vous assure que dans les 48 heures, l'affaire serait dans la poche. Alors vous voulez dire qu'on s'investit pour suivre les dossiers lorsqu'on a un intérêt personnel? Exactement, exactement. Ça, je ne retire pas mes mots. Exactement. Ce que je voudrais dire, aujourd'hui, nous avons eu l'occasion d'échanger avec un ancien diplomate de carrière qui a travaillé dans le système des Nations Unies. Il dit qu'en la matière, normalement, ce n'est pas pour défendre. Moi, je ne défends pas le cas de M. Kassé, mais en la matière, il devrait être d'abord rappelé pour qu'il vienne s'expliquer avant qu'on le sanctionne. Et maintenant, lui, il est là-bas. Mais ceux qui sont là, ceux qui n'ont pas aussi fait leur travail comme cela se devait, pourquoi eux aussi, ils n'ont pas été inquiétés? Voilà toute la question. Maintenant, ce qui est encore... on a voulu, à mon sens, jouer sur la sensibilité des gens. Voilà une affaire qui est là. Pof, il faut sanctionner. C'est vrai, quand il y a une faute administrative, il faut sanctionner. Mais il y a combien de milliards au Mali aujourd'hui pour l'honneur et la crédibilité du Mali qui sont dilapidés? Il ne faudrait pas que le pouvoir en place essaye de faire, comme on le dit en Bambara, pour que Nyanamaka se ramène. C'est pas, je pense qu'on a dépassé ce stade-là aujourd'hui. C'est vrai, c'est une situation réelle qui est là aujourd'hui, mais il faut reconnaître qu'il y a bien des situations qui font vraiment que l'honneur du Mali est terni. Est-ce que ce n'est pas assez gênant pour un Premier ministre quand même de venir expliquer une telle situation par une telle, comment il faut appeler ça, légèreté? Oui, surtout qu'à mon avis, il n'avait pas toutes les informations. Parce qu'aussitôt son intervention, peu de temps après, le comité syndical du Trésor public a automatiquement réagi pour dire qu'à son niveau, à leur niveau, ils ont fait leur travail. Donc, quelque part, ça laisse à désirer venant... Alors que notre grand porte-parole du gouvernement est là. Hein. Il pourrait aussi intervenir. Je donne la parole à Maman Sissé du groupe Renouveau. Moi, je pense que s'il y a sanctionné, c'est le ministre Abdoulaye Diop qui devait être sanctionné. Parce que, qu'on le veut ou pas, celui qui représente le Mali aux Nations Unies, il relève quand même du ministère des Affaires étrangères. Moi, je pense qu'il ne faut pas qu'on fasse du deux poids deux mesures. Il y a des fautes, il faut citer les responsabilités. Par rapport à l'intervention du syndicat, pour une fois, le syndicat doit se taire parce que j'ai l'impression qu'on veut couvrir des gens. C'est-à-dire, peut-être, il y a des connivences, c'est mon point de vue. Je pense que le syndicat n'a pas sa raison, n'a aucune raison d'intervenir dans des affaires comme ça, parce que l'affaire est suffisamment grave. Parce que moi, du moment où c'est des agents à lui qui sont remis en cause, parce que le Premier ministre a dit qu'ils n'ont pas fait le travail qu'ils devaient faire. Or, il se trouve qu'effectivement, ils ont transmis d'après eux-mêmes le dossier au niveau du... mais l'agent est revenu au Trésor, non? C'est ce qu'on nous a dit. Les informations que le gouvernement nous a dit que l'argent est revenu. C'est-à-dire, moi je pense que pour l'honneur, je ne sais pas, parce que maintenant tout le monde parle d'honneur, c'est pour le respect du citoyen, pour le respect des Maliens que nous sommes. Moi je pense qu'aujourd'hui, le Premier ministre, il doit prendre les leçons de cette affaire, et que s'il y a sanction, il ne faut pas que ça se limite seulement à l'ambassadeur du Mali aux Nations Unies.
Il y a des responsabilités qu'il faut citer, des responsabilités au niveau du trésor, des responsabilités au niveau des affaires étrangères et des responsabilités partout où elles devaient être citées. C'est à mon avis là où on peut dire qu'ils ont tenté de gérer. Maintenant, nous allons nous tourner du côté, nous allons nous adresser à l'autre qui s'appelle donc Paul Ben, journaliste indépendant. Paul Ben, dites-nous, est-ce que vous pensez que les autorités vont tirer tous les enseignements de cette affaire pour que cela ne se reproduise plus jamais, puisqu'après tout, ce genre de situation, c'est quand même assez compromettant pour un régime, non? Bien sûr, mais vous savez, nous sommes au Mali. Hein. C'est pas, je ne parle pas ça comme ça par fatalisme, mais on nous a montré de toutes les couleurs. Je vous ai rappelé tout de suite un précédent qui devait, en son temps, le ministre des Finances, c'était la dame, Madame Sissoko, qui disait que oui, elle va tirer toutes les leçons. On est aujourd'hui, disons, l'affaire s'est passée au temps d'Igor. Si mes calculs sont bons, et on va tirer les leçons. Vraiment, j'en doute fort. Et peut-être des affaires similaires de ce genre. À l'entame de vos propos, vous avez dit que c'est les Nations Unies. C'est pourquoi ça a fait grand bruit. Mais combien de ces affaires de ce genre se passent au Mali chaque jour, chaque mois? Vraiment, c'est Dieu seul qui sait. L'ambiance là-bas. Bon. On pense que les enseignements à tirer, oui. Les enseignements à tirer, c'est de souhaiter que ça ne se reproduise plus que des situations du genre. Maintenant, on va oser croire que vraiment, à partir de cet instant, on va vraiment songer à prendre les sanctions qu'il faut. On va songer à faire face aux mesures, aux enseignements à tirer. Maman, si vous pensez que d'autres sanctions vont suivre? Bon, en tout cas, les informations dont nous disposons, en tout cas, pour l'honneur du Mali, je crois que le Premier ministre il doit respecter parole parce qu'il l'a dit à la télévision. Il l'a dit dans un bambara très limpide et les gens seront sanctionnés. Je pense que maintenant le stade de l'émotion est passé et passons aux sanctions. Et moi, je crois, vous rassure pour le non, je crois que c'est justement c'est là où le bas blesse hein, quand on suit un peu les différents comment on appelle Gates au Mali, engrais Gates, tracteur Gates, et ainsi de suite. C'est l'émotion qui l'emporte souvent sur les décisions. On commence par dire que oui, un ministre a fauté, il a volé, bon, les sanctions seront prises, mais ça s'arrête là. Maintenant, on a trouvé un bon bouc émissaire. Notre frère qui est aux Nations Unies, bon, il est à des milliers de kilomètres, il faut le taper dessus, il est parti. Mais à Koulouba, il y a des responsables. Hein, au ministère des Affaires étrangères, moi j'ai dit que le ministre des Affaires étrangères, son secrétaire général, son DFM, qui a vu que l'argent, ils ont su que l'argent est revenu. Parce que quand vous payez 5 francs aux Nations Unies, ça ne va pas dans l'air. Ce n'est pas la comptabilité du ministère des Affaires étrangères, puisqu'ils sont laxistes. Ce n'est pas ça. Quand ça arrive aux Nations Unies, ils vous signalent que l'argent est arrivé. Ils étaient au courant. Donc il faut vraiment nettoyer. Il faut nettoyer. Et moi, je ne suis pas du tout pessimiste, mais vraiment, je reste un peu très, très perplexe. Vraiment. Studio Tamani, 12h30. Dans quelques 45 secondes, nous allons observer notre première pause. Vous écoutez Studio Tamani. Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux. Second volet de cette émission, les fidèles auditeurs et téléspectateurs de l'ORTM se sont ennuyés cette semaine. L'Office observe jusqu'à ce soir une grève de 72 heures. C'est quand même assez rare de voir l'ORTM en grève. La maison mère est certainement très en colère cette fois-ci, une colère qui a apparemment ses raisons. Lamfia Sinaba. Oui, c'est pour l'amélioration de leurs conditions de vie, l'amélioration de leurs conditions de travail. Donc je pense que c'est légitime qu'ils les revendiquent. Maintenant, est-ce que les partenaires qu'ils ont en face d'eux ont la même perception des souffrances qu'ils endurent? Voilà toute la question à mon avis. Maman Sissé. Dans ce genre de situation, il ne faut pas oublier que les artistes sont nos confrères. Il faut être solidaire de leur combat. Le combat qui est souvent mal compris par certains. Moi, je sais qu'il y a beaucoup de Maliens fiers de suivre leur télévision nationale, n'ont pas vu, mais n'ont pas compris, en tout cas, les vraies raisons de cette grève. Moi, je pense que nos confrères
et ils doivent aller jusqu'au bout. Parce que dans ce pays, au-delà de l'ORTM seul, c'est-à-dire le métier du journaliste, le métier d'autres acteurs de l'info, c'est vraiment complexe. Il faut que l'État accepte de respecter les gens qui travaillent au niveau de ces médias publics. Parce qu'on a l'impression que, d'abord, les gens ne sont pas libres. Les gens ne sont pas libres et les gens ne sont pas dans les conditions. Et moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut en tout cas aider, il faut encourager nos confrères de l'ORTM à aller, comme l'a dit l'ANFIA, est-ce qu'ils ont en face d'eux un interlocuteur? Je parle d'abord du ministre de la Communication qui, en réalité, il faut le rappeler ici, était celui qui a fait à un moment donné le schéma directeur de l'ORTM. Si Choguel Kwakalamege, aujourd'hui, à la tête du ministère de la Communication, ne parvient pas à créer les conditions pour que l'ORTM puisse travailler, et il vote des lois à l'emporte, c'est-à-dire des lois qui devraient qui devaient passer en concertation, mais il ne le fait pas. Moi, je pense qu'il est important aujourd'hui que, au-delà de Choguel, que le gouvernement même s'intéresse au cas de l'ORTM, parce que l'ORTM, au-delà de tout, c'est quand même la chaîne nationale. Moi, par exemple, à 20h, si je n'ai pas le journal de l'ORTM, je me suis dit qu'il y a un problème au pays. C'est tout comme les d'autres Maliens. C'est vrai que ce n'est pas l'information que je tire dedans, mais c'est important. C'est vraiment la vitrine du Mali sur d'autres plans. Donc moi, je pense que le ministre, il doit accepter de dialoguer avec le syndicat et au-delà de lui, d'informer le gouvernement. Paul Ben. Oui, moi je déplore vraiment cet état de fait, c'est-à-dire ce dialogue un peu de sourd qui s'est installé entre le ministre Choguel et la centrale syndicale de l'ORTM. Ça nous pénalise beaucoup, hein, parce que en plus de l'ORTM, il y a certaines chaînes internationales qui sont fermées pendant les 72 heures de grève. Il y a les radios, RFI, BBC, bien sûr. Mais bon, revenons un peu à notre cas national, puisque c'est ce qui nous préoccupe. Je crois qu'aujourd'hui, le ministre Choguel n'est pas à la hauteur. Il n'est pas du tout à la hauteur. Il patauge, il confond sa veste de ministre porte-parole du gouvernement et ministre chargé de gérer l'ORTM. C'est vrai que l'ORTM, c'est sous sa tutelle, mais il faut faire les choses avec professionnalisme. Or, Choguel, il est d'un autre temps. L'ORTM doit progresser. Dans la sous-région, je le dis souvent, hein, j'ai des confrères étrangers qui viennent ici, des chaînes de télévision. J'ai souvent honte de parler de l'ORTM parce qu'on ne progresse pas. Au lieu de dire que bon, on va aller scinder le service commercial, la radio, ceci, cela, essayons de travailler de façon professionnelle. Vous dites que l'ORTM ne progresse pas, les raisons? Les raisons, moi je me demande par exemple, où est-ce que l'ORTM, ceux qui ont dirigé l'ORTM depuis, je prends de 99 à maintenant, pourquoi est-ce que on a acheté tout l'ACI 2000, tous les autres endroits à Bamako, sans que l'ORTM ne se dote d'un bon patrimoine immobilier et foncier pour construire une télévision nationale vraiment de nom. On est dans un poulailler depuis des années. Et on continue à construire des petits poulaillers à côté, TM2, machin, ceci, cela. On fait dans le truc, on doit progresser. Il y a un projet en exécution depuis un certain temps. Quand même, le projet, il est où? Il est où le projet? C'est devenu un serpent de mer, hein, je vous dis. Depuis 1999 à nos jours, c'est les mêmes personnes qui vont, qui viennent. On ne progresse pas. Il faut changer. Au lieu d'aller dire qu'on va diviser le service commercial, il faut essayer de changer le programme, rendre l'ORTM attractif, rendre l'ORTM crédible auprès des banques pour qu'ils prêtent de l'argent et qu'ils construisent une télévision nationale digne de celle qui nous entoure. Et aujourd'hui, nous avons 12 chaînes de télévision pirates. Seule l'ORTM est une télévision qui a droit de produire et de diffuser. Pas clasher. Mais pourquoi pirate? Pourquoi pirate? Pirates parce qu'elles sont illégales. Elles n'ont pas d'agrément. Vous en avez les preuves? J'ai les preuves, bien sûr. J'ai les preuves, bien sûr. L'ORTM, même Africab n'a pas le droit de produire. Africab a le droit de diffuser, pas de produire. Mais ils font les deux comme nous sommes au Mali. Aujourd'hui, je crois que
c'est tout l'espace médiatique, en plus de leur thème, qui est quand même la vitrine du Mali, qui doit être revu. C'est un grand débat, c'est un autre sujet peut-être Il faut donc saluer l'avènement de la HAC, non? C'est comme ça qu'on l'appelle. La haute autorité. Bon, moi cette chose-là, vraiment, je ne la connais pas. Je ne la connais pas, la HAC, je ne la connais pas. On a tellement d'organismes, de trucs qui gèrent aussi bien la presse écrite, audiovisuelle, mais je ne vois pas du tout vraiment leur intérêt. Alors, on va pas trop s'éloigner de notre sujet. Alors là, on se rappelle quand même qu'avant ces 2 mouvements de grève, le ministre était quand même venu à l'ORTM. Justement, est-ce que vous êtes... Je suis au courant et je suis même le reportage à la télé. D'après les informations que nous avons reçues à l'époque, les débats étaient très houleux. Mais à la fin, vraiment, c'était une situation qui était vraiment bien décantée à mon avis. Et je pensais que ça allait être une occasion vraiment de surseoir aux éventuels mots d'ordre qui étaient... Il y a 8 points, à mon avis, 8 points de revendication. Je n'ai pas les détails des points de revendication, mais je pense que à la lumière de ce qui a été dit au cours de cette rencontre, je pense que ça devait être une occasion de dissiper vraiment la tension. Mais malheureusement, tel n'a pas été le cas. Maintenant, il faut se poser la question, est-ce que c'est parce que c'est les syndicalistes qui n'ont pas voulu mettre un peu, comme on le dit, entre guillemets, d'eau dans leur verre, ou encore c'est le ministre vraiment qui n'a pas su se montrer à la hauteur? Voilà des interrogations qui sont là. Bon, puisqu'on n'a pas le fond des dossiers, on ne va pas trop incriminer. Alors, Maman, le syndicat de l'OTM n'exclut pas une grève illimitée au cas où les travailleurs quand même de l'office n'obtiendraient pas satisfaction. Comment est-ce que vous voyez l'issue de ce qui s'apparente un peu quand même à un bras de fer? Moi, je pense qu'on est vraiment dans le bras de fer. Et si vous voyez, je ne suis pas comme l'enfer. Il y a les termes diplomatiques pour qualifier les choses. Dans cette affaire, comme l'a dit mon grand frère Paul... Ce n'est Paul, pas pour rien qu'on l'appelle le journaliste diplomate. Tout à fait. Donc, dans cette affaire, moi, je pense que le ministre de la Communication, il est très bavard chez Choguel Kokala-Maïga. C'est lui qui n'est pas à la hauteur. S'il était à la hauteur, moi, en tout cas, je suis au parfum d'un certain nombre de choses que les syndicats avaient des rencontres conciliables que les syndicats ont voulu faire. Mais en réalité, en face des syndicats, le gouvernement pense que le RTM, c'est son patrimoine. C'est comme n'importe quel service public. Et on fait qu'on veut. C'est-à-dire, il ne faut pas se tromper. Mais justement, cette question, est-ce que le sort de l'OTM dépend exclusivement du ministère de la Communication? Oui, voilà. Donc, c'est là où je dis, le ministre, s'il est compétent, en tout cas, s'il pense qu'il ne peut pas résoudre ce problème, parce que qu'on le veut ou pas, de tout le temps, le ministre de la Communication dans ces pays, c'est quand même une personne stratégique. Parce que quand il y a la télévision nationale, c'est quand même la télévision que le président de la République regarde. C'est la télévision que tout le monde veut. Regardez, quand même un ministre rencontre 3 personnes, on veut sortir à la télé. Vous voyez, l'enjeu est énorme. Je ne vous apprends rien parce que c'est du Fomba. Vous êtes du métier, vous connaissez beaucoup de choses que je ne connais pas. Mais ce qui est important, à mon humble avis aujourd'hui, c'est que l'ORTM soit restructuré. Et je pense que si Choguel ne peut pas le faire, que le gouvernement le fasse. Mais ne blâmons pas le syndicat parce que le syndicat est dans son rôle. C'est une question même de génération. Vous voyez comment est-ce que l'ORTM, il ne faut pas se le cacher, l'ORTM est en train de se vider de son personnel. En dehors de ça, soyons sérieux, l'ORTM a un problème de management. Bali a échoué, Babadaga a échoué, Sidi Kimfa Konaté, on n'en parle pas. Soyons, c'est-à-dire nous marchons, c'est-à-dire c'est des gens qui ont échoué. Et tous les autres ministres de la Communication qui étaient là aussi ont échoué. N'ayons pas peur de moi aujourd'hui. Moi, je pense que nos confrères de l'ORTM devaient être soutenus et les Maliens doivent comprendre leur combat pour que demain ou après-demain, chacun, qu'il soit au Mali ou ailleurs, puisse dire, ah, moi je suis fier de ma télévision nationale parce qu'elle me produit un produit national. Paul Ben, ce regard de Maman, ce n'est-il pas un peu trop sévère? Non, moi je crois qu'il n'est pas sévère. Il n'est pas sévère, surtout à l'égard du ministre de la Communication, notre cher porte-parole du gouvernement. Attention, c'est notre beau-frère aussi. Ah, bien sûr, je sais, mais bon, écoutez, dans la gestion des affaires de l'État, on laisse les sentiments de côté. Un responsable doit prendre des décisions, même si souvent ça fait mal. Comme je l'ai dit, je le soutiens. Le combat, ou bien, c'est-à-dire
leur thème, il faut être visionnaire pour leur thème. Hein, il faut être visionnaire. Je crois qu'il faut être visionnaire pour essayer d'améliorer leur thème de plus en plus. Aussi bien dans les programmes que dans le traitement des agents. Vous savez, quand nos confrères sont sous-payés, hein, aujourd'hui à leur thème c'est une chaîne de télévision et de radio. Mais aujourd'hui à leur thème, il est vraiment malheureux de constater que l'administration, le personnel administratif est plus nombreux que les journalistes et les techniciens. Ça, ce n'est pas normal. Et ce pléthore de personnel administratif, vraiment, n'améliore pas la qualité du service de l'RTM. Quand la qualité du service est améliorée, on n'a pas besoin de courir derrière les investisseurs. Ça va venir. Et je crois que le combat du ministre doit être sur ce point. Ce n'est pas de venir dire que je suis arrivé, je suis ministre, et je dois faire des réformes qui, pour moi, vraiment, n'aboutiront à rien. Qui laissent vraiment les travailleurs dans leurs droits, qu'ils essayent d'améliorer leurs conditions de travail, qu'ils essayent de faire progresser leur thème et qu'ils nous lâchent avec ces histoires de réforme. Mais vous espérez tout de même que les deux parties vont pouvoir se comprendre pour qu'on n'en arrive pas à une grève illimitée un jour? Bon, si la grève illimitée doit régler les choses, vous savez, il y a un proverbe sonrail qui dit que quand vous êtes dans une pirogue et que la pirogue se remplit d'eau, si le gobelet avec lequel vous faites sortir de l'eau ne suffit pas, ben vous en rajoutez. Et si la pirogue est pleine, vous allez trouver une solution pour sortir quand même du marigot. Donc si le ministre Choguel ne peut pas trouver une solution à l'issue, bon, on arrive à peut-être qu'avec une grève illimitée, le Premier ministre et le président de la République vont monter au créneau. La FIA, ce n'est pas vous. Je sais que vous êtes optimiste. Oui, moi je suis optimiste parce qu'au Mali, on a aussi cette expérience. Hein. Les négociations arrivent à un niveau, on va faire appel à des anciens, des aînés, un peu de tout ça pour pouvoir concilier. Ça a été toujours comme ça. Donc, en tout cas, on espère que ça va aboutir et que vraiment nos confrères de leur thème trouveront satisfaction. Namaman a tantôt parlé d'un problème, par exemple, même quand un ministre qui vient avec une ou deux ou trois personnes va être vu à la télé. Je pense que le problème, ce n'est pas au niveau du Mali seulement, c'est un problème que nous devons combattre au niveau régional en Afrique. Mais parlons de ce qui est chez nous. Non, attendez, je pense occupons-nous de nos affaires. Il y a même un projet dans ce sens-là qui est de transformer nos télévisions de télévision étatique en télévision publique. Et le projet, il était à un moment donné, ça évoluait bien, mais vous savez, c'est pas facile. Parce que quand on parviendra à mettre en exécution ce projet, c'est de donner aujourd'hui le même temps d'antenne à un IBK qu'à un Soumaïla Sissé, qu'à un Tcheblé Dramé. Bon, vous voyez que les présidents africains n'aiment pas ça. Ou Omar Mariko. Bon, vous voyez ce que ça pose pour problème. C'est ce que je voulais juste... il le sait, je voulais juste le rappeler cela. Vous voyez, il est tellement... Il prêche pour sa chapelle parce qu'il sait que bientôt il va être ministre. Et c'est l'occasion de préparer son terrain. Moi, je pense que leur thème a autre chose à faire. Et je pense que... moi, je ne peux que souhaiter à nos confrères de leur thème, en tout cas, de retrouver l'équilibre. L'équilibre, c'est en tout cas dans le droit. C'est pas dans les petites combines. Moi, je pense que c'est aujourd'hui des gens qui ont... Leur thème a des ressources humaines. Si ces ressources humaines sont dans les conditions, je pense que je ne doute pas que la qualité viendra. Parce que les gens qui sont là-bas, c'est des confrères à nous, qu'on connaît leurs valeurs. Donc je pense qu'aujourd'hui, tout le monde devait être derrière le travail de leur thème pour que les conditions changent. Oui, je prends un petit exemple pour terminer. Je prends un petit exemple, les conditions dans lesquelles travaillent nos confrères de leur thème. Je sais par exemple que nos présentateurs du JT, au lieu d'aller s'échanger dans une loge ou bien dans un vestiaire, ils le font à côté de leur voiture. Mais ça, c'est pas décent du tout. Et je sais que pour s'habiller... C'est des secrets, c'est pas d'où vous les tenez. Non, c'est pas des secrets. Mais écoutez, nous sommes des confrères, on se fait des confidences. Et parce que quand on est peut-être de la télévision nationale,
on a un droit de réserve, mais on échange entre nous. Nous, on est de dehors, on sait un peu les difficultés dans lesquelles les travailleurs de l'EURTEM sont. Et moi, vous me proposez aujourd'hui d'aller travailler à l'EURTEM, mais moi, je vais vous dire merci. Parce qu'il n'y a pas de conditions. Alors, nous allons donc dans un instant passer au dernier volet de cette émission, la deuxième pause. Une réaction, un avis, un commentaire. Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous. Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre. Dernier sujet, l'enlèvement de Béatrice Stockley. La prise d'otage a été revendiquée ce mardi par l'émir du Sahara. Sinon, est-ce que ça vous dit quelque chose, Paul Ben? Vous savez, bon, l'émir du Sahara, j'en ai entendu parler en 2012, quand les radicaux occupaient encore les 3 régions du Nord. J'y étais en août 2012. J'ai rencontré quelqu'un qu'on m'a présenté comme étant l'émir du Sahara. Mais bon, il n'avait pas vraiment voix au chapitre, quoi. Il était en dessous des Bel Mokhtar, d'Abdelhakim et consorts. Ça, c'était où? C'est à Gao. À Gao, on me l'a présenté à Gao en 2012. Mais après, il s'est éclipsé parce qu'il n'avait pas la même façon de voir les choses que les Sahraouis, les Pakistanais et puis les Égyptiens qui étaient là. Bon, je crois que l'histoire de cette vieille dame, elle est triste. Hein? Elle est triste parce que moi, après sa première libération, j'ai rencontré certaines personnes qui ont œuvré à cela et qui disaient que bon, on avait l'impression qu'elle était hantée par le diable. Parce qu'on vous prend une pour revenir encore. C'est un peu difficile de l'expliquer. Je l'ai rencontré personnellement à Tombouctou. C'était un peu trop risqué, non? Bien sûr, je l'ai rencontré. C'est trop risqué. Je l'ai rencontré à Tombouctou en août 2015. Je logeais à la Colombe. Je l'ai rencontré. Je lui ai dit, mais qu'est-ce que vous faites ici? Qu'est-ce qui vous prend de venir ici? Et vous pouvez être enlevé à tout moment. Elle me dit, bon, si c'est le cas, c'est la volonté de Dieu. Bon, franchement, je ne sais pas, mais revenons un peu à l'enlèvement. Je crois que, vous savez, actuellement, les Européens n'achètent plus, ne donnent plus de rançon. C'est difficile. Même quand ils vous donnent une rançon, vous ne pouvez pas l'utiliser. Parce que les billets sont codés. Les terroristes le sachant, parce que ce n'est pas les terroristes qui enlèvent. Les terroristes achètent. Le business se fait ainsi. C'est-à-dire les jeunes des mouvements armés procèdent à l'enlèvement. Ils les vendent aux terroristes de première catégorie. Et après, les terroristes de première catégorie... C'est toute une chaîne alors. C'est toute une chaîne, c'est tout un business. Et pourquoi est-ce que la revendication a ainsi duré? Parce qu'on cherchait preneur. Maintenant, on a trouvé preneur. L'émir est à la tête d'un petit groupe de 150 combattants qui opèrent un peu dans la zone nord de Tombouctou, c'est-à-dire vers la nouvelle région de Taoudini, en collaboration avec Amadou Koufa. Mais ils n'ont pas du tout une grande influence. Ils se savent vraiment surveiller. Bon, moi je ne souhaite que bonne chance à cette vieille dame, mais vraiment son sort est un peu scellé, parce que la Suisse elle-même ne se débat pas trop. Elle s'est arrêtée aux condamnations et à la demande de la libération de la dame sans condition. Or, la Suisse, un ami du MNLA. Ça vous engage. Oui, bien sûr. La fiasse là-bas. Je pense que Paul Ben est en train, à mon avis, de sous-estimer un tout petit peu les forces de frappe de l'émir. En tout cas, selon les informations que nous disposons, c'est que la zone qu'il occupe, il y a Talaha qui relève de lui, il y a même Dagali qui relève de lui. Donc quelqu'un qui a sous sa coupole ces deux individus. Dagali relève de l'émir. L'émir. Vous voyez donc, quand vous minimisez sa frappe de puissance, je me dis que est-ce qu'il n'y a pas lieu de revoir. Maintenant, pour revenir à je pense que il y a le côté religion qui a dominé. Je pense que si elle meurt pour la cause de Dieu. Donc des individus comme ça, c'est pas facile, c'est pas comme Paul, c'est pas comme moi. Donc il y a cet aspect. Sinon, elle a été enlevée par Ansardine et aujourd'hui, elle est encore
enlevée, je me dis que peut-être dans sa tête, elle n'a rien à perdre sur l'humanitaire qu'elle fait. Elle est en train de porter un message de Dieu, le message pour la paix, le message pour l'amour du prochain. Donc à mon avis, elle n'a rien à perdre. Maintenant, est-ce qu'aujourd'hui, demander à ces gens, des individus sans foi ni loi, de la libérer sans condition est de nature à faire avancer les choses? Peut-être qu'en dessous, il y a d'autres mouvements qu'on ne sait pas. Mais officiellement, comme c'est des terroristes, on ne négocie pas officiellement. Peut-être que dans les coulisses, on peut trouver des arrangements. Maman Sissé? Moi, je pense que si on devait traiter cette question, je crois qu'on va d'abord, si on ne négocie pas, comme il l'a dit, on ne négocie pas officiellement avec les terroristes, mais il y a des indices. Aujourd'hui, comme il l'a dit, des cas comme Talha, qui est de Zoro, c'est quelqu'un qui maîtrise la zone. Et quand on ne croyait pas qu'il y ait de connivence où il y a Dagali et sous sa coupe, moi je pense que c'est mal connaître le nommé l'émir du Sahara. Parce que, qu'on le veut ou pas aujourd'hui, il y a une sorte de coalition. C'est-à-dire, même s'ils ne sont pas ensemble, quand les intérêts sont liés, ils sont forcément ensemble. Quant à Béatrice, moi sincèrement, nous faisons partie des premières personnes qu'il avait rencontrées quand elle était venue à Tombouctou. Elle venait à notre radio, elle venait chaque matin. Et sincèrement, elle ne venait pas prêcher, mais elle venait juste nous dire bonjour parce que tout simplement, elle avait une mission, une conviction que celle, elle sait. C'est-à-dire quand tu vois même au niveau des autres confessions religieuses, c'est pas le grand amour. Ça, c'est un élément important dans son isolement. Parce que si on devait citer toutes les responsabilités, on peut dire, du moment où elle a accepté, comme l'a dit Paul, peut-être c'est une obsession, elle a quelque chose dans sa tête. Et je pense qu'à un moment donné, les minimums de sécurité devraient accompagner ces gestes. Et si cela n'est pas fait, aujourd'hui, nous ne pouvons que souhaiter sa libération, qu'on le veut ou pas, elle est de la Suisse ou elle est du Mali ou d'ailleurs. Ce qui est important, que sa vie soit sauvée et qu'elle-même elle se rende compte, en tout cas aujourd'hui, ce n'est plus comme en 2001 où on peut sécuriser à Tombouctou comme on veut. Ouais, moi, je voulais tout juste amener une précision pour comprendre les choses. Vous savez, les revendications, je connais un peu comment ça se passe. Les revendications, nous sommes 4 sur la table. M. Fomba est très bien connu. L'Amphia est très bien connu. Donc, on s'assied, on dit, bon, toi, tu n'es pas connu, il faut revendiquer. Ça se passe comme ça, que ce soit dans le milieu des terroristes, que ce soit dans le milieu des groupes armés. Bon, toi, il faut revendiquer. Ça se passe comme ça. L'émir dont on parle, je vous dis, c'est pas... Vous dites que Yadagali est sous sa coupe. Yadagali ne peut pas être sous sa coupe parce que ça, c'est une autre division, Yadagali. Okay. L'émir, c'est quelqu'un qui n'est pas connu, il veut se faire connaître et il joue la diversion parce qu'on ne peut pas dire que c'est Amadou, on ne peut pas dire que c'est Yad parce que Yad, il est très retranché dans l'autre région. Donc, on crée de toutes pièces quelqu'un et on le lance sur les médias. C'est comme ça, c'est pour jouer diversion. Sinon, c'est pas... Mais durant tout ce temps d'isolement, je pense qu'il a assez mûri de 2012 à maintenant. Qui? L'émir du Sahara, Abou. Non, il n'a pas. Non, c'est pas qu'il a mûri, bien vous voulez dire qu'il a pris du poids? Du poids, oui. Non. Tout ce temps. Non. Il nous reste quand même très peu de temps. Comme vous le savez, il y a quand même des exigences de la part des preneurs d'otages. On parle de libération de combattants. Ici au Mali, on parle même de la libération d'un ancien responsable d'Ansaredine qui va être en principe jugé à la CPI en mars prochain. Un commentaire, la Fia Sinaba? Toujours par rapport au principe que nous connaissons tous, on ne négocie pas, on ne cède pas au chantage, aux pressions des terroristes. Donc on va continuer sur cette lancée. Mais indépendamment de cela, la situation va se gérer autrement. Moi, je pense que c'est comme pour dire, bon, écoutez, il ne peut pas parler d'argent aujourd'hui. Sinon, Abou Tourab, ce n'est pas l'objectif. C'est juste qu'il faut mettre un idéal derrière. La libération
je pense pas que ce n'est même pas possible, c'est impensable qu'on puisse libérer à la CPI quelqu'un qui en réalité devait servir d'exemple pour tous ceux qui ont causé du tort. Donc vous voulez dire qu'il y a autre chose derrière? Il y a autre chose, c'est juste la libération de Abou Tourab, c'est juste un paravent. Sinon, c'est bien que qu'on le veut ou pas, c'est la rançon. Et c'est ce qui est derrière, parce que il faut aujourd'hui se renforcer, c'est-à-dire que on sent que les groupes armés quelque part sont faibles, même s'ils arrivent à faire des attaques, mais ils sont faibles sur certains terrains. Par exemple, quand on voit au niveau local, ils recrutent des gens, ces gens, il faut les entretenir. L'argent commence, comme l'a dit Paul, l'argent aujourd'hui, et on connaît déjà la source de l'argent. Dès qu'on donne l'argent, oui, dès qu'on donne l'argent pour l'argent de rançon, on sait comment ça se passe. Donc désormais, ils sont affaiblis. Ils ont besoin d'un autre coup de pouce pour exister. Sinon, ce n'est pas la libération d'Al-Tourabi qui les intéresse. Oui, je crois que ces préalables qu'ils ont posés, vraiment, c'est peine perdue. Si ces terroristes-là étaient emprisonnés à la prison centrale de Bamako-Koura, on allait dire que ouais, ça va se faire, parce qu'on en a vu des... N'exagérez pas quand même. Ah oui, ben, bien sûr, on en a vu des belles et des mauvaises, hein, parce qu'on a libéré vraiment à 4h du matin, à midi, à 13h. Non, c'était... Ça, c'était... quand même, c'est avant l'ère de la photo. Oui, ça, au Mali, s'ils étaient au Mali, on allait craindre le pire. Mais là où ils sont, vraiment, c'est la liste noire, quoi. Donc, je crois qu'ils vont crier dans le désert, mais ils n'auront pas gain de cause. On craint tout juste. Moi, je crains personnellement que au bout de 200-300 km, que la vieille dame ne rende l'âme, quoi. Parce qu'elle n'est pas vraiment, elle n'est pas jeune. Hein. C'est ce que je crains. Vous avez peur pour sa santé, vous voulez dire, hein? Oui, je crains pour sa santé. Alors, vous maintenant, l'Amphia Sinaba de l'éveil hebdo, c'est pour conclure puisqu'il nous reste juste 2 minutes. Sur ce sujet, c'est de prier. Ça aussi, c'est important. Nous sommes des croyants, nous avons foi en Dieu. Prions. Maman ajouterait un mot à cela. En tout cas, c'est le souhait que aussi c'est mon souhait, vraiment qu'elle soit libre, et qu'elle retrouve sa famille, elle retrouve ses amis, et si elle est au service de Dieu, que Dieu l'aide, en tout cas à revenir pour continuer son... Oui, j'ajouterais tout juste que dorénavant, il est très important que nos autorités fassent très attention. Quand on est une terre d'accueil, on est une terre d'hospitalité, mais quand vous savez que la vie de certains de nos partenaires ou bien les gens qui viennent nous visiter est en danger, vous dites carrément stop. Vous radiez même la personne de la zone pour qu'elle n'y retourne pas. Sinon, maintenant nous sommes en face des problèmes, qu'est-ce qu'on va faire? C'est un peu ça. Voilà, c'est sur ces propos que s'achève donc cette émission. Je rappelle que vous suivez le forum de la presse qui a essentiellement traité de 3 sujets. La privation du Mali de son droit de vote à l'ONU, la revendication de l'enlèvement de Béatrice Stockley par l'émir du Sahara, et la grève de 112 heures observée par l'OETM. Nous avons donc analysé tout cela avec nos 3 invités, à savoir l'Amphia Sinaba de l'éveil hebdo, Maman Sissé qui est du groupe Renouveau et Paul Ben, journaliste indépendant. À la réalisation, Ousmane Djadjetouré, mise en onde Salim Djouara, à la régie vidéo Gagny Kanté. L'émission vous a été présentée par Seydou Fomba. On se retrouve la semaine prochaine. Bon week-end. Le grand dialogue. Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio. Le Le grand dialogue.